Mesdames et messieurs les élus, responsables institutionnels, citoyennes de Savoie, citoyens, chers membres du Conseil constitutionnel, chers ministres, chers conseillers, Monsieur le Président, aujourd'hui, je prends la parole pour dresser un état des lieux honnête et sans concession de notre territoire, politique, social et judiciaire, et pour situer notre département dans le grand tumulte des affaires internationales qui nous concernent tous. Je veux aborder ce qui nous divise et nous inquiète, mais ce qui peut nous rassembler et nous permettre aussi d'agir avec lucidité et détermination. Depuis la rentrée, notre territoire a connu une séquence politique active avec des mouvements sociaux très larges et répétés. Cela a pris une place dans nos villes principales comme à Chambéry ou Annecy, Aix-les-Bains, Albertville, où des mobilisations issues du mouvement dit Blanc-Contour et d'autres appels à la rue ont rassemblé plusieurs milliers de personnes à différentes dates de septembre. Et ces journées de mobilisation traduisent une désaffection d'une partie de la population vis-à-vis des canaux institutionnels, et cela interroge sur nos représentations démocratiques locales. Il nous appartient, au niveau départemental et communal, d'entendre ces colères et ces demandes, sans les confondre avec la démagogie, afin de proposer des réponses claires sur le pouvoir d'achat, l'emploi, les services publics et la cohésion territoriale. Les élus locaux doivent être des vecteurs d'apaisement pour la parole et l'action concrète. Consultation, dispositifs de médiation, comités citoyens, et surtout, tout ça c'est la traduction de promesses en projets qui peuvent être mesurables. Chambéry, Chambéry est une capitale historique de la Savoie. Chambéry reste le centre administratif et culturel, et elle a été le lieu d'importantes manifestations et d'échanges politiques très intenses ces dernières semaines. Le devenir urbain, la mixité sociale et la mobilité, le renouvellement du centre-ville, tout cela reste un enjeu prioritaire pour notre État. Annecy continue d'afficher une attractivité touristique très forte, mais la Haute-Savoie montre aussi des signes de pression sociale, notamment la hausse des violences, l'augmentation des trafics et autres délits signalés dans le bilan 2024-2025. Tous ces phénomènes sont plus marqués en périphérie et dans certains secteurs urbains, où la hausse de la délinquance s'est traduite par un accroissement des interventions des forces de l'ordre. Il faut des réponses ciblées, en prévention, en insertion et en accompagnement des jeunes. Aix-les-Bains, Albertville, Thonon, ce sont des villes au rôle économique et touristique très important. Elles ont connu des mouvements sociaux locaux, des alertes de sécurité, par exemple une fausse alerte récente à Thonon, et des dossiers judiciaires qui occupent l'actualité. Les mairies doivent travailler la résilience locale. Il s'agit de la sécurité civile, de la prévention des risques et du soutien aux victimes, mais aussi de la transparence dans les échanges et dans la communication avec la population. Sur nos territoires, la justice a été fortement sollicitée. Des procédures très sensibles avec des affaires de violence et parfois des décisions contestées. La vie judiciaire locale a connu plusieurs dossiers médiatiques ces derniers mois, notamment des renvois vers la juridiction d'assises et des affaires qui interrogent sur la confiance publique envers les institutions. La justice doit rester indépendante, mais la victime doit aussi être accompagnée. C'est une prise en charge psychologique, c'est le soutien social, c'est la protection administrative et l'information continue sur l'état d'avancement des enquêtes. Je demande plus de transparence sur le suivi des dossiers, une meilleure coordination entre services, police, parquet, services sociaux et l'État, et des dispositifs locaux de soutien aux victimes renforcés. Tous les délais excessifs, la désinformation et l'absence de réponses concrètes nourrissent le retentissement de l'impuissance. Nous devons parler des chiffres. Les relevés disponibles pour 2024 montrent que la Savoie a enregistré des dizaines de milliers d'infractions. Pour la Savoie, près de 20 000 crimes et délits sont recensés en 2024. C'est un taux significatif par habitant. La Haute-Savoie a elle aussi affiché une hausse marquante de certaines catégories, violence, cambriolage, différents trafics. Et ces tendances ne sont pas spécifiques à notre territoire, mais elles nous obligent à adapter nos réponses pour notre État. L'interprétation de tout ça, c'est que derrière la statistique, plusieurs réalités coexistent. Les fragilités sociales, ce sont des zones d'ombre liées au trafic, aux pressions touristiques saisonnières et parfois des carences en prévention. Les réponses doivent être triples, renforcer la police de proximité et la coopération transfrontalière, mais aussi investir massivement dans la prévention par le biais des écoles, du sport et de l'emploi. Ce sont des travaux à moderniser, comme l'accompagnement des familles, ou encore la vidéoprotection et la gestion des données pour des interventions plus rapides. Mais
Attention, la sécurité ne se décrète pas uniquement en chiffres et caméras. Bien sûr, elle se construit par le lien social. Voici des éléments factuels, des pistes de travail que nous pourrons développer lors de différentes commissions avec le gouvernement. Dans les données 2024-2025, par type d'infraction, violence intrafamiliale, cambriolage, vol avec violence, trafic, ces bilans départementaux existent et permettent de cibler les quartiers et les tranches d'âge concernées. Cartographie des passages de frontières et coopération transfrontalière avec la Suisse et l'Italie, ça permet la meilleure gestion des flux de contrôle et forcément l'échange d'informations. L'évaluation des moyens de la police nationale et de la gendarmerie sur nos cantons, donc les effectifs, les équipements et le temps de réponse. Tout ça, c'est un plan d'investissement globalement qui va au social, puisque nous sommes aujourd'hui dans l'urgence de la création de centres d'accompagnement des jeunes avec des dispositifs d'insertion professionnelle renforcés pour les moins de 25 ans et des actions en faveur de la prévention, de la radicalisation et de la délinquance. Tout ce dispositif de soutien aux victimes doit être créé avec un guichet unique à notre État et une cellule d'écoute renforcée avec un suivi judiciaire dédié obligatoirement. Toutes ces pistes ne sont pas exhaustives, mais elles donnent un socle sur lequel travailler avec les acteurs locaux, les associations, la magistrature, les forces de l'ordre, les collectivités, pour bâtir des réponses opérationnelles et mesurables. Chers membres du Conseil constitutionnel, chers ministres, chers conseillers, Monsieur le Président, si nous sommes ici réunis, c'est pas seulement pour honorer une tradition, ni pour prononcer de beaux discours qui s'évaporent aussitôt, c'est parce que l'urgence nous y contraint. Nous sommes ici parce que nos familles, nos villages, nos vallées nous appellent. Et cette urgence, je vais la nommer sans détour, c'est la sécurité. Depuis trop longtemps, nos concitoyens subissent une montée inquiétante de l'insécurité dans notre pays et les faits parlent d'eux-mêmes. À Faverges et Doussard, au printemps, ce sont plus d'une dizaine de commerces, de garages et d'habitations qui ont été cambriolés en série. 14 victimes en quelques semaines. Des familles traumatisées. Une économie locale abîmée. Il a fallu attendre que le suspect, un mineur, soit arrêté en mai pour que cesse ce climat d'angoisse. À Jacob Belcombette, en mars dernier, 2 enfants de 11 et 14 ans ont dû affronter seuls des cambrioleuses qui forçaient leur maison. Imaginez la frayeur, imaginez l'impact psychologique. Même dans le sanctuaire du foyer, la peur s'est installée. Les statistiques sont tout aussi parlantes. Près de 20 000 crimes et délits enregistrés en Savoie en 2024, soit un taux de 44,7 pour 1000 habitants. Cambriolage, agression, vol, violences urbaines, c'est un chiffre qui place notre département parmi les zones les plus exposées, sans que Paris ne prenne la mesure de cette réalité. Et à cela s'ajoute la sécurité routière. En Haute-Savoie, 45 morts en 2024 contre 38 en 2023, des vies brisées, des familles endeuillées parce que les moyens de prévention et de contrôle et de sensibilisation surtout manquent cruellement. Voilà la réalité, voilà ce que vivent nos compatriotes. Et quand ils se tournent vers l'État français, vers ses ministres, que reçoivent-ils? Des statistiques froides, des rapports techniques, mais très peu de réponses concrètes. C'est donc une insécurité sociale et psychologique. L'insécurité, c'est pas seulement les cambriolages et les routes, c'est aussi une sécurité sociale et psychologique. C'est une sécurité qui aujourd'hui, dans la Savoie, qui est un pays frontalier, chaque jour des milliers de Savoyards traversent la frontière pour travailler en Suisse, à Genève, à Lausanne, à Neuchâtel, et ils trouvent des salaires dignes, une reconnaissance avec des perspectives. Mais ici, en Savoie, le décalage est immense. Et c'est aussi une insécurité psychologique, car les prix de l'immobilier explosent. Parce que nous vivons à côté de la Suisse. Le coût de la vie augmente parce que les salaires français, eux, stagnent. Les familles rurales peinent à suivre le rythme, les jeunes actifs s'épuisent, beaucoup sombrent dans le burn-out. Et cette fatigue, cette angoisse, eh bien, on l'entend partout. On l'entend dans la bouche des ouvriers qui disent je pars à 5 heures, je rentre à 20 heures et je n'arrive pas à payer mon crédit. Je l'entends aussi chez les paysans qui nous disent on nous demande toujours plus avec toujours moins de revenus. On l'entend dans les PME où les dirigeants eux-mêmes sont au bord de la rupture. Alors comment investir, comment embaucher quand demain est un point d'interrogation permanent? Cette insécurité-là est sournoise. Et elle ne se voit pas dans les chiffres. Mais elle mine nos villages, elle détruit nos familles et elle use nos corps et nos esprits. Que dire de l'insécurité politique? Nos citoyens n'ont plus confiance. Ils ne croient plus en la République française parce qu'ils l'ont vu échouer encore et encore à protéger, à défendre et à valoriser la République française s'impose comme un centre qui prélève, qui régente, qui surveille, mais qui n'assume pas réellement ses responsabilités sur le terrain.
La responsabilité de l'État de Savoie. Alors oui, nous avons un devoir, il est clair que la Savoie doit bâtir sa propre sécurité. Une sécurité de proximité avec des forces adaptées à nos réalités alpines, rurales et transfrontalières. Une sécurité économique qui empêche nos richesses de s'enfuir vers Paris et Bruxelles et qui investit dans nos villages. Une sécurité sociale qui accompagne nos familles et qui redonne confiance à nos jeunes et qui protège nos anciens. Une sécurité psychologique qui lutte contre l'épuisement, qui recrée du lien et qui redonne du sens. Et cela, personne ne le fera à notre place. Pas Paris, pas Bruxelles. Seule la Savoie, indépendante, en a la capacité et la légitimité. Chers membres du Conseil, chers ministres, nous avons décrit la réalité. Nous avons nommé les mots, mais surtout nous avons ouvert un chemin. Un chemin qui dit oui, l'insécurité est là, mais non, elle n'est pas une fatalité. Un chemin qui dit oui, nous souffrons, mais non, nous ne nous résignons pas. Un chemin qui dit oui, nous avons peur, mais nous ne renoncerons pas à notre avenir. Ce chemin, c'est celui de l'indépendance, de la liberté et de la responsabilité retrouvée. Et je vous le dis solennellement, la Savoie saura se lever. Elle saura protéger ses enfants. Et elle saura écrire son avenir. Quand nous parlons d'avenir, nous parlons souvent de sécurité, de frontières, d'économie. Mais il est une autre sécurité plus discrète, plus silencieuse et pourtant plus essentielle encore, celui de notre eau. Celle de notre patrimoine naturel et culturel. L'eau, source de vie, source de conflit. La Savoie est une terre bénie par la nature. Nos montagnes abritent les plus grandes réserves d'eau douce de France. Nos lacs, comme le lac d'Annecy ou le lac du Bourget, sont des trésors non seulement pour la beauté qu'ils offrent, mais pour la vie qu'ils soutiennent. Nos glaciers, nos torrents, nos sources sont le cœur battant de nos vallées. Mais depuis quelques années, le cœur s'affaiblit. D'abord parce que les sécheresses se multiplient, et en 2022, l'été fut marqué par une baisse historique des nappes phréatiques. En 2023, la situation s'est aggravée, et en 2024 encore, malgré un printemps pluvieux, les restrictions d'eau ont touché plusieurs communes de Savoie et de Haute-Savoie. Donc, les glaciers reculent à une vitesse vertigineuse. Le glacier de Saint-Sorlin a perdu plus de la moitié de sa masse en 50 ans, et chaque été, la mer de glace, symbole du Mont Blanc, recule de plusieurs dizaines de mètres. Les conflits d'usage explosent. Les agriculteurs, l'industriel, les stations de ski, les habitants, tous se disputent une ressource qui devient rare. Des villages entiers ont vu leur captage tarir, obligeant à des ravitaillements en camions-citernes. Et pourtant, face à cette urgence vitale, que fait Paris? Paris prélève, Paris décide, Paris réglemente, mais Paris n'investit pas. Paris ne protège pas. La République française nous demande d'économiser l'eau. Mais dans le même temps, elle soutient des projets qui vident nos nappes pour alimenter des métropoles très éloignées. Elle ferme les yeux sur des modèles agricoles inadaptés à nos montagnes. Elle refuse de financer sérieusement la rénovation de nos réseaux vétustes, où jusque 25% de l'eau potable aujourd'hui se perd en fuite. L'eau, c'est l'enjeu de notre souveraineté. Celui qui contrôle l'eau contrôle l'avenir. Chers membres, chers amis, je le dis avec une force, la question de l'eau est une question de souveraineté. Nous devons reprendre en main la gestion de nos ressources hydriques. Parce que celui qui contrôle l'eau contrôle l'avenir. Si nous voulons assurer un avenir à nos enfants, c'est cela qu'il faut faire. Nous devons reprendre en main la gestion totale de nos ressources hydriques. Cela signifie protéger nos glaciers par une politique climatique ambitieuse et adaptée à la réalité alpine, investir dans des réseaux modernes pour que chaque goutte compte, aider nos paysans à adapter leur culture et leurs pratiques au lieu de les condamner à disparaître, défendre nos lacs contre la pollution et contre le tourisme de masse destructeur et contre les projets qui les menacent. Voilà ce qu'un État de Savoie libre doit entreprendre. Voilà ce qu'une République française centralisée ne fera jamais. Le patrimoine, c'est la mémoire de notre peuple, mais il n'y a pas que l'eau, il y a aussi notre patrimoine. La Savoie, ce sont nos montagnes, nos villages, nos églises romanes, nos forts, nos traditions, nos chants, nos danses, mais aussi nos dialectes. C'est une mémoire très vivante, mais fragile, si précieuse. Et aujourd'hui, elle se dégrade. Nos monuments, faute de financement, tombent en ruine. Trop de chapelles, de montagnes, trop de fermes anciennes, trop de maisons traditionnelles disparaissent dans l'indifférence. Et nos villages se vident de leurs habitants, remplacés par des résidences secondaires inaccessibles aux jeunes Savoyards. Nos forêts, mal gérées, souffrent des scolites et des sécheresses. Sans politique de reboisement à long terme,
nos glaciers et nos paysages, qui font l'identité de la Savoie, reculent devant nos yeux. Et que dire de notre culture immatérielle? Combien d'écoles enseignent encore la langue savoyarde, nos chants ou nos contes, notre histoire véritable? Là encore, Paris centralise, uniformise et efface. C'est donc la responsabilité de notre génération. Chers membres du Conseil, chers conseillers, Monsieur le Président, si nous ne partageons pas l'eau aujourd'hui, demain, il sera trop tard. Si nous ne la protégeons pas, notre patrimoine aujourd'hui, demain, sera aussi perdu. C'est pourquoi l'indépendance de la Savoie n'est pas un luxe idéologique, ce n'est pas une fantaisie nationaliste, c'est une nécessité vitale. Elle est nécessaire pour préserver nos lacs et nos glaciers, restaurer nos villages et nos monuments, transmettre à nos enfants une culture vivante et offrir aux générations futures un cadre de vie digne et paisible. Amis, souvenez-vous de ces mots. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Un peuple qui perd son eau perd sa vie. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons choisi la voie de l'indépendance. Non par haine, mais par amour. Amour de notre terre, amour de notre culture, amour de notre avenir. Et je vous le dis, la Savoie saura protéger son eau, la Savoie saura restaurer son patrimoine. La Savoie saura bâtir un avenir où nos enfants n'auront plus à mendier leur dignité. Sur les questions internationales. D'abord, l'actualité du jour, c'est l'intervention du secrétaire général de l'OTAN. Alors de ce que j'ai pu retenir de l'allocution, de ce qu'il a dit, de percutant, ce sont les forces, les faiblesses, ce qui reste flou, et ce que cela implique. Alors, ce qu'il a affirmé, ce sont des points forts, c'est que la menace russe revendiquée et généralisée, le secrétaire général insiste sur le fait que la menace russe ne se limite plus à l'Ukraine, mais que celle-ci touche les pays de l'Alliance. Il dit qu'il y a une intensification des actions russes aériennes, cyber-infiltration de drones, ce qui justifie en tout cas une posture renforcée pour l'OTAN, que l'Alliance, solidarité d'engagement durable, a affirmé que l'OTAN doit rester unie et que les États membres doivent tenir leurs engagements financiers, notamment il était question d'augmenter leur budget militaire et de renforcer la défense collective. Il a rappelé l'importance aussi de ne pas relâcher la pression sur la Russie. Il a utilisé des mots très forts. Nous sommes tous directement menacés. Il ne s'agit plus de préparer la défense, mais de la vivre. On ne peut plus attendre. Mais ce ton d'alerte est destiné à pousser les États membres et à agir sans plus tarder. Il a parlé du besoin de renforcement du flanc Est, vu les incursions, notamment de drones russes, dans l'espace de certains pays de l'Est, ou violations aériennes. Il soutient l'idée que le flanc Est de l'OTAN doit être mieux défendu, mieux surveillé avec des moyens supplémentaires, y compris des patrouilles aériennes et des systèmes de détection. Il fait aussi un appel à la vigilance, il met en garde contre la tentation de la complaisance, contre le retour à une normalité où la menace est minorée. Il insiste sur le fait que les alliés doivent rester prêts, ne pas baisser la garde et que la dissuasion ne fonctionne que si elle est crédible. Alors ce qui reste flou ou critiquable, c'est d'abord le manque de chiffres concrets. L'allocution reste assez générale. On manque de données précises. Quels États se sont engagés à augmenter leur budget et à quel niveau, et puis dans quel délai? Quelles unités concrètes seront déployées sur le flanc Est ou ailleurs? Et qui finance? Qui finance quoi? Et avec quel calendrier? Quels moyens pour la mise en œuvre? Parce que parler de menaces, d'engagement de solidarité, c'est utile. Mais comment concrètement, je veux dire, on ne sait pas encore quel chef d'État, quel ministre de la Défense ont promis quoi, hein. Je veux dire, le discours invite les actes, reste à vérifier, ça c'est clair. Après, beaucoup d'États sont déjà très sollicités. L'Ukraine pour le soutien humanitaire, avec l'accueil des réfugiés, tout ce coût d'énergie, etc. C'est sûr qu'il y a un risque réel que les populations ou certains gouvernements rechignent à financer encore plus la défense si la menace ne paraît pas immédiate chez eux. C'est donc un débat sur la paix et les accords. Il a évoqué de façon implicite la notion de paix ou d'accord, mais sans définir ce que paix durable veut dire dans le contexte russe, parce que le risque est que négociations ou cessez-le-feu soient utilisées comme des pauses tactiques sans garantie solide. Et ce manque de précision peut être dangereux dans le point de vue russe. Ce que cela implique, c'est les conséquences. Des conséquences possibles. D'abord, une hausse des dépenses militaires dans plusieurs pays européens. Les États vont être sous pression pour respecter les engagements de l'OTAN.
Cela signifie davantage de budget de défense dans les années à venir. Un renforcement de la posture militaire aux frontières de l'Est de l'Alliance. Très bien, mais avec plus de surveillance, de déploiement et de coopération entre alliés pour que les capacités de réaction soient réelles et immédiates. Une possible escalade dans les tensions entre OTAN et Russie, si les discours restent menaçants et que les actes suivent, cela peut conduire à des réponses russes, des actions asymétriques. Et ça a déjà commencé avec les cyberattaques, le sabotage et la provocation aérienne. Donc c'est un besoin accru de cohésion interne que l'on demande dans l'OTAN. Le secrétaire général cherche à attacher tous les États membres, ceux qui dépensent actuellement peu, ceux soumis à des contraintes économiques, et ceux qui préfèrent aujourd'hui une posture à moindre risque. Sur la reconnaissance de l'État palestinien, alors c'est un changement diplomatique majeur au plan international. La République française vient de franchir une étape très importante, la décision officielle de reconnaître l'État palestinien, annoncée lors d'un rassemblement de haut niveau à l'ONU. Alors, ce choix met la France aux côtés d'un groupe de pays européens et mondiaux qui réaffirment la solution à deux États comme cadre indispensable pour la paix. Cette décision est lourde de conséquences sur le plan diplomatique et sur le plan symbolique. Elle traduit un déplacement à la fois du centre de gravité politique sur la scène internationale et ça ouvre des opportunités de relance du processus de paix, tout en provoquant bien sûr de très très fortes oppositions. Pour nous, habitants de Savoie, cela change l'environnement politique. Eh bien, la reconnaissance française appelle à intensifier la diplomatie humanitaire et à multiplier les actions de soutien aux populations civiles touchées par le conflit. Elle implique une vigilance sur la sécurité intérieure, euh, discours politique, tensions communautaires locales et besoin d'un cadre républicain renforcé pour prévenir toute dérive. Enfin, cette décision appelle notre État local à exprimer sa voix. Solidarité humanitaire, soutien aux réfugiés et renforcement des structures d'accueil dans les territoires qui en auront besoin. Je pense qu'il est de la responsabilité des collectivités locales de prévoir des réponses pratiques, les campagnes d'aide humanitaire, la coordination avec les ONG et les dispositifs d'accueil, et de veiller à ce que la reconnaissance n'alimente pas l'affrontement sur notre sol, mais serve au contraire à la médiation et à la paix. Pour le dossier, en tout cas russo-ukrainien, les impacts et la responsabilité européenne, tout ça est très important. Le conflit russo-ukrainien continue d'évoluer et des répercussions sont tangibles. Les attaques systématiques sur les infrastructures ukrainiennes, notamment le réseau ferroviaire qui lui est extrêmement vital, la détérioration économique et les besoins massifs de financement pour la reconstruction et le maintien des services publics en Ukraine. Les récentes informations internationales font état d'une escalade visant les lignes ferroviaires et d'un accroissement du besoin, en tout cas de financement par l'Ukraine. L'estimation du FMI et les discussions européennes sur des programmes de prêt sont en cours. Et pourquoi cela nous concerne? Parce que la stabilité européenne, la paix doit être un pilier de notre sécurité et de notre prospérité. Parce que les choix qui sont faits au niveau européen en matière d'assistance, de sanctions, d'accueil de réfugiés et de coopération logistique auront un impact sur nos économies locales, sur nos filières. Elles ont déjà un impact sur nos filières industrielles, notamment celles liées au transport et notre sécurité énergétique. Les attaques sur les infrastructures montrent que la guerre cible non seulement des objectifs militaires, mais aussi des lignes de vie civiles. Et cela impose à l'Union européenne d'accroître sa vigilance. Et nous, en tant qu'État de Savoie, notre résistance. Et donc, en tant qu'État de Savoie, notre résistance, nous devons la faire par la protection des infrastructures critiques, le renforcement des chaînes logistiques de sécurité de notre pays, et bien sûr le développement immédiat d'une commission de sécurité. Je demande que notre région, nos élus et nos acteurs économiques s'engagent dans la solidarité en cas de conflit. L'accueil ciblé pour les personnes fuyant la guerre, la coopération pour la logistique humanitaire et bien sûr la participation active aux réflexions sur la sécurité de nos infrastructures. En conclusion, c'est un appel à l'action locale. En conclusion, voici une feuille de route concrète, modeste mais urgente, que je soumets aux décideurs locaux et aux citoyennes et citoyens et au Conseil constitutionnel de notre pays, l'État de Savoie. Instaurer un plan sécurité-prévention 2026 mobilisant police, justice, éducation, santé et associations, ciblage des zones à risque par une cartographie partagée, créer un guichet unique départemental d'accompagnement des victimes, justice, soins, aide sociale, lancer un programme d'urgence jeunesse
avec un dispositif d'emploi, formation technique, activités sportives et culturelles pour réduire la délinquance et mettre en place une cellule de suivi des conséquences de la reconnaissance française, effectivement de la Palestine, au niveau de l'aide humanitaire et de la prévention des tensions locales. Puis renforcer la coopération transfrontalière Suisse-Italie sur la sécurité et la gestion des flux. Dans cette responsabilité, et c'est le mot de fin, la Savoie n'est pas un territoire simplement touristique, avec une série de statistiques, c'est une communauté de destin qui mérite d'être protégée, écoutée et valorisée. Nous traversons des moments difficiles, économiques, sécuritaires, internationaux. Mais nous avons les outils et les talents pour relever les défis. Je conclus par un engagement. Travailler sans démagogie, en écoutant les citoyens et en prenant des décisions fondées sur les données et la solidarité. La France vient de prendre des décisions internationales lourdes de conséquences. Reconnaissant un État, d'un côté, répondant à la guerre de l'autre. Localement, nous devons répondre par la protection, l'accompagnement des plus fragiles et de la recherche de solutions durables. Chers membres du Conseil constitutionnel, chers ministres, chers conseillers, Monsieur le Président, merci à toutes et à tous. Travaillons ensemble avec courage et clarté pour une Savoie sûre, solidaire et digne. Je t'ai quitté, berceau de mon enfance, pour m'abriter